Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le printemps? Oui, pas pour longtemps. Le printemps en janvier. 15 janvier, il me semble. Hier, j'ai continué à faire du feu, mais c'était presque trop. Tout petit feu pourtant. J'étais plus habituée. C'est vraiment la première année que, à part quand j'ai vécu un peu chez les uns et les autres, mais c'est la première année que j'ai vraiment chaud l'hiver. Parce que j'ai vraiment fait du feu, du vrai feu, et que ça a fini par un peu chauffer les murs. J'ai fait du grand feu, on va dire, quand il a fait vraiment froid, et que j'ai recommandé quelques bûches. Ah, j'ai mené grand train. J'ai mené mon poêle grand train, et encore, et encore, et encore. Et d'un coup, enfin très rapidement, la température remonte. Et là, autant ouvrir les fenêtres et profiter de la chaleur du soleil. Mais je dis que ça ne va pas durer longtemps, ce petit printemps du jour, parce que les avions sont à l'œuvre. Et des gros machins, manifestement, avec des vrombissements hors du commun. Pourtant, vu d'ici, les avions ont l'air tout à fait ordinaires. Le ciel paraissait bleu. Ah, je dis paraissait. J'ouvre la porte. Le ciel est bleu. Il fait tellement bon. Et les oiseaux chantent. Les pensées dans leurs petits pots ont commencé à refleurir. Il faut dire quand même que dès que l'épisode de neige est passé, elles ont recommencé leurs petites fleurs qui avaient un peu gelé sur pied. C'est ça les pensées. C'est vigoureux, ça ne craint pas le sec, ça ne craint pas le froid. Elles sont exemplaires, ces petites pensées. Elles sont inspirantes, c'est le mot que je cherchais. Discrètes, endurantes, flamboyantes, tendres. Un peu comme la violette. Mais la pensée cultivée, cette petite fleur quand même assez rustique, très rustique même, elle est infatigable. Ah oui, et elle est floribonde. Elle fleurit pendant des mois. Oui, ça pourrait être un modèle pour moi, cette pensée. C'est savoureux quand même, la pensée. Oui, la pensée, c'est quand même ce que je fais de mieux. Enfin, non, on va pas dire ça quand même. On va pas dire ça quand même, pas ce que je fais de mieux. Le tricot, la créativité sous toutes ses formes. Une pensée créative, c'est ça, une pensée récréative. Tiens, comme c'est drôle. Oui, parce qu'au moment où j'ai dit créative, j'ai un peu entendu récréative. Il n'y a pas tout à fait assez de sel dans ce pain. Moi, je suis bien contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pain. Et j'en ai fait hier. Et il n'est pas brûlé. Enfin. J'ai vraiment mis haut, la grille assez haut dans le four. Ce four qui brûle tout. Et je déguste sur ma tartine de pain maison un petit peu de confiture. Merde, c'est le pot que je devais donner à mon ami. Non mais quelle nouille. Tant pis, j'en donnerai un autre. Confiture cédra bergamote. Rien que ça. Oui, le cédra, on l'a acheté ensemble, souviens-toi, cher ami. Ouais, j'étais avec un camarade. Que je salue au passage. Mais c'est difficile de saluer exclusivement. C'est-à-dire laisser de côté tous les autres. En tout cas, c'était avec lui. Un cédra. Ça se refuse pas. C'est pas partout qu'on en trouve. Généralement, c'est dans les magasins de produits bio qui cumulent les produits de qualité et l'épicerie fine. C'est des articles qu'on trouve en épicerie fine. Et puis, d'importation, évidemment, comme les citrons et le reste. Il y avait des bergamotes à mon magasin de producteurs locaux. Bio locaux. J'ai fait juste une petite casserole. J'ai mis le cédra et une bergamote. Ça a cuit pendant des jours. Puis après, c'était dans la casserole. J'avais pas le temps de m'en occuper. Il restait juste à donner un grand tour de bouillon prolongé avant de les mettre en pot. Ça a duré. Mais déjà, comme la confiture était quasiment faite et qu'en plus c'est du citron, ça n'a pas tourné. Ça n'a pas moisi. C'est fameux. C'est fameux avec le soleil dans les yeux maintenant. Et ça y est, le ciel n'est plus bleu. Le petit printemps n'aura duré que quelques instants. Alors va-t-il faire plus chaud, moins chaud ?
J'ai mis des graines de tournesol qu'on m'a offert, que tu m'as offertes. Bah non, c'est pas la même personne. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Des fois, je me dis, oh, je suis quand même pas très reconnaissante. Mais bon, c'est mon côté très cérémonieux. Ah, j'ai pas assez dit merci, nanana. Mais je dis merci autrement. Enfin, j'ai dit merci par avance, en fait. Comme ça devient difficile d'entretenir des relations en vrai. En vrai. Pour plein de raisons. Qui ne nous appartiennent pas toutes. Il y a des choses dont on n'a pas conscience, qui se passent dans le langage, qui se passent dans la psyché, mais qui se passent à cause du remodèlement de la société. Par exemple, c'est un tout petit exemple. Dans les boutiques, avant, on avait affaire aux gens. Et mettons, quand on passait à la caisse, eh ben, on pouvait continuer le dialogue, où on donnait les sous, la personne faisait le décompte et tout. Et puis l'informatique obligatoire est arrivée, et on s'est retrouvé à des gens qui sont avec leur corps en face de vous, mais la tête est tournée vers l'écran. Et même si la caissière, je pense plutôt à des magasins, pas le supermarché, je pense à un magasin de vêtements, mettons, où, avec la vendeuse, vous avez essayé la bonne taille de soutien-gorge ou la bonne longueur de jean, un truc comme ça. Et puis vous arrivez à la caisse, et soit c'est la même personne, soit c'en est une autre. Mais là, il n'y a plus de face-à-face visuel. Tout se passe à l'écran. Et même si la vendeuse met un point d'honneur à vous regarder, c'est bon, vous avez fini vos achats, vous pouvez nous ramener dans les 15 jours, nanana. Même si elle fait beaucoup d'efforts pour vous regarder pendant qu'elle vous dit ça, la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc ça aussi, des tout petits détails qui n'en sont pas, comme ceci, ça remodèle la société. Ça remodèle la société, ça veut dire, dans le sens, pas société, tu m'auras pas, la société, l'espèce d'entité vague. La société, c'est le social. Je ne goûte point la société des hommes. Ça veut dire la compagnie, en l'occurrence. Les jeux de société, c'est pas la société générale, c'est être ensemble, sociable, c'est ça, c'est l'adjectif qui veut dire un ensemble de gens. Le fait que quand on appelle une administration, quelle qu'elle soit, ou une grande société, on a maintenant toujours des répondeurs. Avec des trucs, il faut appuyer sur des touches, ou pire, il faut parler à la machine. Si votre demande, il faut la faire un petit peu plus impersonnelle. Si votre demande concerne une assurance habitation, dites habitation. Si votre demande concerne l'assurance de votre véhicule, dites véhicule. Non, ça n'arrive pas, bien sûr. Alors t'es là comme un con et tu fais véhicule. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Véhicule. Vous pouvez revenir au sommaire à tout instant en appuyant sur étoile. Véhicule, je t'ai dit. Je n'ai toujours pas compris votre demande. Vous pouvez nous joindre par courriel. C'est de suite. Mais par courriel, ce sera pas mieux. Soit tu te dis, je vais écrire un truc. J'arrive pas à vous joindre. Ça marche pas depuis mon téléphone. Mais non, c'est pas ça. C'est contact. Je clique sur contact. Ça déroule. Et votre demande concerne... Alors, tu as le menu déroulant. Et il dit, je sais pas, à quel sujet voulez-vous nous écrire? C'est reparti. Question sur votre contrat, suivi de votre échéancier. Mais non, c'est pas ça. Alors, tu prends de Guerlas, tu prends question sur votre contrat, clac. Et après, tu as un nouveau truc déroulant. Vous désirez, nanana. Mais il n'y a rien en fait, il faut que tu coches. Et à la fin, tu as ceci vous a-t-il été utile? Et dans certains cas, tu as nous laisser un message. Donc il faut avoir fait toutes ces conneries. Et parfois, il n'y a même pas nous laisser un message. Donc forcément, tu n'as plus jamais personne en face. Donc ça aussi, ça redéfinit les rapports humains. Il y a aussi le fait que les gens qui travaillent pour une société ou une administration, en fait, c'est un boulot. Ils ne font pas corps avec cette société ou cette administration. Ils se sentent pas investis. On sait bien que de toute façon, tout est raquette. Dans le public, c'est raquette et l'argent est détourné. Et dans le privé, c'est pour faire du fric pour les actionnaires. Donc, à moins que le mec qui te répond, qui t'appelle généralement, soit intéressé, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage, ils en ont rien à foutre. De toute façon, ils en ont rien à foutre.
Donc les gens que tu as au téléphone et tout ça, en fait, ils en ont rien à foutre de ton problème. C'est leur boulot d'essayer de régler la question, mais fondamentalement, ils en ont rien à foutre. Et quand ils sont aimables, c'est parce qu'ils sont écoutés. Personne n'a le sentiment de travailler pour une société qui est juste et fonctionnelle. Tout le monde sait bien que c'est pas possible. À l'hôpital, quand même, c'est important, payer ses impôts, parce qu'il y a les hôpitaux. Ouais, mais ils ferment des lits constamment. Et après, ils viennent nous faire « Ah ouais, il y a eu une épidémie, on n'avait plus de lits. » Ah ouais, mais moi, j'ai une copine qui était en chimio à ce moment-là, à l'hôpital de Moulins. Elle m'a dit « Il est désert. Il n'y a personne. Il n'y a personne aux urgences. Je peux te dire qu'il n'y a personne dans cet hôpital. Au plus fort de l'épidémie. Hein. » Je veux dire, on n'est pas miro, on n'est pas débile. On est quand même plusieurs à s'être rendu compte par nos yeux que c'était pas juste un peu exagéré. C'était absolument erroné. Les informations qu'on nous donnait sur la situation. Mais tiens, on va revenir sur le cas Chase Hughes. Et il y a une capsule très intéressante, il y en a plusieurs même, autour des signes, autour des opérations psychologiques. Alors, il se démarque complètement en disant « Il n'est pas question de parler théorie du complot, les ils, les eux, définir qui est aux commandes. » Bah déjà, il veut pas se faire d'ennemis, j'imagine. Mais même au-delà de ça, c'est exactement l'attitude que je pourrais avoir. Ah oui, c'est les juifs, ah oui, c'est les Turcs, qui dit l'autre. Non, c'est ironique, bien sûr. C'est les uns, c'est les autres. Non, 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 non. Ce sont les forces de contrôle, qui sont des forces démoniaques. Prenez-le au sens littéral ou au sens littéraire, au sens figuré, des forces démoniaques qui vont se servir des groupes ou des factions au sein des groupes qu'ils vont pouvoir diriger de manière à monter les humains les uns contre les autres pour aboutir au chaos. Et c'est en ça que toutes les analogies et tout ce qui peut nous ramener à une lecture religieuse, eschatologique donc fin du monde, de ces religions où on parle nommément des démons, et notamment la religion chrétienne, où il est dit que le diable déteste l'homme parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Le diable veut détruire l'homme et tout ce qui est la création de Dieu. Et bien ça fait sens. Tout ce qui est détruit dans notre monde détruit sciemment les rapports humains, la physiologie humaine, mais aussi les petits oiseaux, les animaux sauvages, tout ça, leur territoire est détruit. Nous parlions aussi, tiens, je parlais des pensées, mais nous parlions aussi des plantes et des arbres. Il y a une offensive contre les arbres. Et on a dit aussi dans un direct, comment c'est ? L'homme est un arbre sans les racines qui marche sur ses pieds, qui se déplace, un arbre mobile. Ça, c'est un truc qu'on a déjà dit beaucoup, que l'homme, enfin en tout cas que moi j'ai souvent amené, que l'homme était un arbre mobile, un arbre privé de racines à ce compte-là. Un arbre sans racines, mais le modèle spirituel de l'homme, spirituel, hein, ça devrait être l'arbre, droit comme un arbre, ancré et en même temps regardant vers le ciel, quand on dit le ciel, hein, tout ce qui est élevé. Et je fais pas d'animisme. L'arbre est la création de Dieu, la pure création de Dieu. Les végétaux et les animaux sauvages, font la volonté de Dieu. Les plantes et les animaux cultivés font pas la volonté de Dieu, ils font la volonté de leur berger, de l'homme. Et nous aussi, en tant qu'hommes cultivés et dégénérés, nous faisons la volonté de notre berger, de notre propriétaire de cheptel. Oui, je pensais aux plantes. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de très joli, qui dit qui cultive ses plantes et qui me voit un petit peu comme une plante à cultiver, en espérant. Je ne sais plus exactement si c'était ça l'analogie, mais ça, il y a une analogie entre moi et le végétal, la plante. Il dit bon, j'espère que c'est pas trop. Quel est le mot pour ça, dépréciatif. Et je dis bah, bien au contraire, d'être comparé à une plante, à du végétal qu'il faut cultiver. Ça m'honore beaucoup. Alors j'ai parlé du cultivé et du sauvage, mais bon voilà, nous cultivons notre nourriture. C'est vrai que c'est pas du sauvage, c'est déjà un pas dans la dégénérescence, pourrait-on dire. Mais c'est aussi la façon dont nous prenons soin de la vie terrestre qui nous a été donnée, en cultivant le terrestre d'une façon juste.
avec une idée de régulation, de limite. Et je me dis, mais non, au contraire, je me sens honorée d'être comparée à une plante. Parce que les plantes, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, les plantes sont mon modèle spirituel. Il y a les animaux sauvages, il y a certains insectes, oui, pas tous. Hein. Par exemple, l'abeille, elle n'est pas conçue pour la guerre. Le bourdon, tout ça, ils sont conçus pour l'amour de la fleur, pour la jouissance de la fleur, petits messagers bourdonnants de fleur à fleur qui permettent aux fleurs de communiquer leur essence, leur pollen, leur nectar. Et donc, ce sont des petits messagers ailés au service de la floraison, c'est-à-dire de la beauté. Quand quelque chose fleurit, d'une façon imagée, c'est que cette chose arrive à son plein rayonnement, son plein épanouissement. Donc, il y a une notion de beauté. La fleur, pour attirer cette relation à l'insecte, et cette relation à l'autre plante par insecte interposé, cette entraide magnifique, elle a développé la beauté. Enfin, elle a développé. C'est pas la plante elle-même, c'est la main de Dieu. La plante ne fait rien de sa propre volonté, d'une volonté qui s'opposerait à celle du Créateur. Et le Créateur n'est pas un être séparé de sa création. Il est tellement pas séparé qu'il s'est fait homme parmi nous. En tout cas, cette fleur ne fait pas sa volonté propre. Ah non, maintenant je vais changer de couleur, je vais plus être comme toutes les autres, je sais pas quoi, bourrache. Bien sûr, il y en a des bleus, il y en a des blanches, d'accord, bleu rosé, mais non, moi je vais fleurir jaune, moi spécialement. Non, c'est nous qui sommes comme ça, qui voulons nous singulariser. Mais nous singulariser avec des choses qui ne sont pas de notre essence. Ouh là là. Par la fenêtre, ce que je vois, c'est vraiment... ça devient intéressant. Tout ce qui a été pendu très très près, là, très près, donc très visible, très couvrant. Ça y est, ça fait des nappes partout. Et puis ça continue dans plusieurs sens à épandre, notamment ce fameux sens nord-sud, dans les signes nord-sud. Ça, c'est constant ici. C'est vraiment leur direction. En tout cas, cet homme arbre spirituel... C'est une vision extrême orientale, c'est le taoïsme, et encore c'est quelque chose que j'ai quasiment pas vu. Je l'ai vu qu'à un seul endroit, et c'était décrit. C'était pas un de ces livres grand public disponibles chez Cultura, booster votre spiritualité avec le taoïsme, hein. Non, pas du tout. C'était, je me demande si c'était pas les exercices internes, un énorme bouquin, et ces exercices internes, ils tentent pas, comme souvent le yoga, à vous rapprocher de l'astral. Parce qu'il y a un truc comme ça avec le yoga. Le yoga juste pratiqué au niveau du corps et du souffle, c'est pas le vrai yoga. Il y a un truc en plus. Il y a cette reliance aux forces astrales. Que les gens qui m'écoutent là ont essayé aussi un peu de gommer en disant non mais le yoga ça fait du bien, tout ça. Toutes les pratiques qui prennent en compte le corps énergétique, hein, pas astral, vraiment la première couche, comme les méridiens, les choses comme ça, l'électricité du corps, bien sûr ça fait du bien. Mais généralement, il y a cette connaissance de type gnostique, de quelque culture qu'elle émane, où très vite on glisse de l'énergétique vers l'astral, ce que j'appelle l'astral. Et bien l'imaginaire, les chakras, ils n'ont pas de contrepartie physiologique, alors que le système des méridiens en a. Et l'électricité aussi, la vibration de chaque organe, tout ça, ça peut être mis en évidence par des moyens, on va dire, par l'électricité, les échos, tout ça, des moyens relativement indirects ou très subtils, mais ça fait partie du corps. Mais les chakras, non. Alors, il y a des gens qui les voient, tout ça, mais ça, c'est de l'astral. Si quelque chose ne peut pas être mis en évidence, comme par exemple la photographie Kirlian, c'est une sorte de résonance électromagnétique, tout ça, ça peut être mis en évidence, mais d'autres choses, non. Les vies antérieures, les choses comme ça, non. C'est du domaine de l'astral. Et très vite, on arrive à l'astral. Alors qu'avec ces exercices internes, notamment, il n'est question que à la rigueur, de visualisation, mais pas de visualisation de choses qui ne sont pas.
Et c'est là qu'il faudra encore vraiment creuser à partir de quel moment on est dans l'astral. Parce que l'imaginaire ou établir un projet, par exemple, c'est pas l'astral. Ah, mais je vais changer de voiture. Je pense que la prochaine fois, je prendrai pas un break, je vais carrément prendre un utilitaire. Voilà, par exemple. Alors quel modèle, le premier modèle ou celui où on peut s'allonger dedans ou tout ça. Non, mais moi de toute façon j'ai pas l'intention de dormir dans ma voiture, donc. Mais par contre, il faut que ce soit assez long pour que je puisse rentrer toutes mes caisses d'outils, mes machins. Ouais, donc voilà, ça c'est un projet. Bah bien sûr, je vais la prendre blanche, hein, je vais prendre le premier prix, je m'en fiche, moi j'ai pas besoin. À moins que non, je la trouve d'occasion, c'est vrai. Ah, peut-être rouge, ouais, ah ouais, ça flatte un peu mon ego, une petite fourgonnette rouge, et puis je ferai imprimer un autocollant que je mettrai sur les côtés, entreprise, voilà, tout corps de métier, nanana. Ça, c'est un projet. Parce que je suis en train d'imaginer dans ma tête quel type de modèle. Ah non, je prends pas Fiat, j'ai eu des ennuis avec. Non, je vais plutôt prendre... non, Mercedes, c'est beaucoup trop cher pour moi. Non, je pense que je vais prendre Renault. Après tout, ça va. Ou une marque japonaise. Et ben, au moment où je dis ces mots, il y a les modèles défilent devant mes yeux. Ou même leurs sigles, ou des choses comme ça. Et puis, en gros, c'est un utilitaire que de blanc, voilà. Donc ça, c'est un projet, puisqu'il n'est pas sous mes yeux, puisqu'il n'est pas dans mon garage, puisqu'il n'est pas sur l'écran. Là, je ne suis pas en train de regarder. Donc ça, c'est de l'astral ou c'est juste du mental? De la même façon, quand on dit, voilà, respirez et ouvrez bien vos côtes. Mais comment j'ouvre mes côtes? En imaginant, voilà, vous respirez, vous remplissez le ventre, voilà, et maintenant que le ventre est rempli, imaginez, portez votre attention sur les côtes qui s'ouvrent par les côtés. Le font-elles, ne le font-elles pas, c'est secondaire. Mais par de tels exercices, quand il n'y a pas du tout de mobilité dans un endroit, mettons, et qu'on porte son attention, au bout de quelques temps de pratique, je sais pas, quelques minutes, ou quelques jours, ou quelques semaines, on va retrouver une mobilité effective. Alors ça, c'est de l'astral, ou c'est de l'attention mentale, intellectuelle dirigée, qui a un effet dans le physique. Parce que ce sont deux choses différentes. Quand on est en transe légère et qu'on essaye par des pratiques de se laisser guider à retrouver des souvenirs de vie passée, là on n'est plus dans le corps, on n'est plus dans l'intellect. On est vraiment dans l'astral, on capte des choses, voilà, on se met en état de réceptivité, on capte des choses. Qu'on peut-être avoir avec le thérapeute aussi. Qu'on peut-être avoir avec les énergies ambiantes. Mais si je recentre mon attention, mettons sur mes pieds, mes doigts de pied manquent de mobilité, et j'apprends avec Thérèse Berthera, tout en lisant son livre, enfin il me semble que c'est elle, je sais plus, c'est possible, je sais plus en fait, que on peut, si le petit orteil, on peut pas le bouger indépendamment du reste des autres orteils, c'est qu'il n'a pas de mobilité propre, et ça signe un état de contracture chronique d'une série de muscles qui remontent ultimement, généralement jusqu'au diaphragme ou au psoas, ou à ces muscles très qui ont le pouvoir de bloquer des zones entières de votre corps, de bloquer relativement. Bien, donc j'essaie de bouger mon petit orteil vers l'extérieur, clac, ça marche pas, rien, il y a rien. Et j'ai lu aussi qu'il s'agit qu'il s'agit de chemins neuronaux. Il y a des chemins pour faire les choses. Comme l'eau s'écoule. Si vous faites couler de l'eau et qu'il y a une grande rigole, elle coulera dedans. Mais si moi, par exemple, dans mon potager, je veux que l'eau s'écoule à la fois dans cette rigole, mais aussi sur une rigole du côté, enfin une rigole, et justement il n'existe pas de rigole, qu'elle ruisselle pour aller sur le côté, l'un des deux côtés, si vous voulez, parce que j'ai fait une plantation là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais creuser une petite rigole. Comme ça, quand je verse mon arrosoir, ça ruisselle à la fois dans la grande rigole qui existait déjà et dans la petite que je viens de creuser pour aller alimenter le nouveau pied de cassis ou je sais pas trop quoi que je viens de planter. Là, il faut faire la même chose. Il n'existait pas de chemin neuronal dans ma petite cervelle, dans mon cerveau moteur, pour faire bouger ce petit orteil. Donc, je n'avais pas de sensation. Alors, ce que j'ai fait, je me suis souvenu de choses intéressantes. Et j'ai pris ce petit orteil et je l'ai fait bouger.
extérieur, je ramène intérieur, extérieur, je ramène intérieur, extérieur, vraiment en forçant un peu. Et pendant que je faisais ça, à l'intérieur de ma petite tête, eh ben, je faisais ce que je venais d'essayer de faire sans succès. J'envoyais la commande pour écarter ce petit orteil, mais en fait, il n'y avait rien qui répondait. Parce que la commande était volontaire, mais il n'y avait pas le chemin neuronal. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, par exemple, on a tellement tout intégré que si je veux saisir mon bol de café, il n'y a pas d'effort à faire. Mais par exemple, si je suis allongée sur le tapis de yoga, et que je veux, par exemple, je sais pas moi, allonger, étirer un muscle dans une posture que j'ai jamais pratiquée avant, et ben, il va falloir que je mette un peu plus d'attention. Ou bien justement dans cet exercice respiratoire, il va falloir que je mette un peu d'attention au fait de respirer en écartant mes côtes et pas juste en montant ma cage thoracique ou en gonflant mon ventre comme j'en ai l'habitude. Ou bien, par exemple, cet exercice, contractez tout votre périnée. Hop là, l'anus, tout ça, contractez le périnée. Très bien. Maintenant, contractez juste le sphincter anal sans contracter le vagin ou d'autres zones du périnée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je comprends pas. Eh ben, il y a plusieurs groupes de muscles en fait. Ah bon, oui, tout le tout le plancher pelvien. Non, juste le sphincter anal, juste l'anus, un tout petit peu, mais en laissant tout le reste détendu. Ah ben c'est pas possible. Si c'est possible, sauf qu'on n'a pas les commandes pour ça, parce qu'on n'a qu'une seule commande qui est hop, tout serré ou tout relâché. Mais on n'a pas la commande pour juste le vagin, pour les femmes, mettons, ou juste le périnée, mais sans l'anus. Juste l'anus, mais sans le périnée. Sans contracter les cuisses, ni les fesses. On ne sait pas le faire, parce qu'on ne s'est jamais intéressé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour revenir à mon petit orteil ? J'ai envoyé volontairement la commande, d'écarter mon petit orteil, mais je me suis aidée avec la main, quoi. J'ai fait bouger mon orteil, mais je n'ai pas juste fait bouger mon orteil, j'ai envoyé de l'intention. Voilà. Quand j'envoie la commande, ça doit faire ça. Donc, c'est un exercice d'attention. Comment on fait pour faire ça ? Et on apprend en le faisant. Ça, je l'avais lu nulle part. Donc, après avoir fait ça un petit moment, je donne à mon esprit, à mon cerveau, le temps de digérer le truc. Donc, il faut quelques secondes où on fait rien. On est en repos mental, en repos. Et puis, passé quelques secondes, j'essaye à nouveau d'écarter mon orteil. Et voilà que ça marche. Mon orteil s'écarte parce que j'ai relié une commande volontaire à une sensation physique. Les muscles n'étaient pas atrophiés, les nerfs n'étaient pas inertes, mais sauf qu'il n'y avait pas le lien. L'énergie ne s'écoulait pas jusque-là, comme la petite rigole, quoi. Donc maintenant, j'ai la commande. Pour le pied gauche, pour le pied droit, ça marche pas. Très très peu, parce que j'ai tout le côté droit, toute la musculature profonde du côté droit, de quasiment tout le corps, plus contracturé que le gauche. Tellement contracturé qu'il y a beaucoup moins de mobilité. Donc je rame encore à faire bouger mon petit orteil droit. Mais le gauche, ça va parfaitement. Et il m'a fallu, littéralement, j'exagère pas, il m'a fallu quelques secondes. Il m'a fallu moins d'une minute de manier ce petit orteil en projetant mon attention mentale sur l'orteil et sur la commande écarter l'orteil, ramener l'orteil, écarter l'orteil, ramener l'orteil. Et ça a fonctionné. J'ai eu un petit mouvement. J'ai refait cette pratique quelques fois, mais quelques secondes, vraiment, c'est en termes de secondes, c'est moins d'une minute. Et maintenant, j'ai la commande. Mais je ne l'ai toujours pas à droite. J'ai un peu gagné de mobilité, mais je l'ai pas. C'est pas symétrique. Le mouvement n'est pas symétrique à droite et à gauche. Donc ça, pour moi, c'est pas de l'astral. Je ne me suis pas, j'ai pas fait une super médite où j'avais Bouddha qui est venu toucher de son doigt plein de lumière mon petit orteil en disant maintenant ça va bouger, ou Jésus, ou tout ce que tu veux. Non, c'était un exercice volontaire entre l'esprit, les facultés cognitives et la proprioception, pas vraiment. La proprioception, c'est plutôt avoir conscience de soi, mais avoir conscience de son corps. Faire un lien, comment on appelle ça en électricité,
Bon, bref, une connexion entre le corps, les muscles d'un doigt de pied et le mouvement possible d'un orteil par rapport aux autres et la commande dans le cerveau moteur. Ça reste très physiologique, mais l'esprit est-il physiologique? Le mental est-il physiologique? Eh bien, en partie, il est physiologique. Il a un support physiologique. Il est relié au corps. C'est pour ça que notre corps fait partie de notre expérience, nous permet de décoder l'expérience, nous permet d'avoir une expérience ici. Thérèse Berthera, dit « Mais ne peuvent-ils pas comprendre que le corps d'un être et sa vie sont une seule et même chose ?» C'est une phrase intéressante qui pourrait donner lieu à un débat extrêmement riche. Sommes-nous notre corps? Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle dit, mais le corps d'un être et sa vie sont une seule et même chose. Dans ce plan, en tout cas, c'est certain. Bien sûr qu'il y a l'esprit. Et il y a peut-être un peu de matérialisme dans cette phrase. Mais même notre esprit, bien sûr que l'esprit n'est pas dans la cervelle, mais notre esprit, il est présent tant que le corps est en vie, dans ce plan. Donc oui, le corps d'un être et sa vie sont une seule et même chose. Si le corps est sclérosé, manque de mouvement, c'est que l'esprit est privé d'une série de ses capacités, comme ce mouvement de l'orteil. Il n'est pas venu du corps, parce que si j'avais juste bougé mon orteil, comme ça, sans mettre l'intention, sans rentrer à l'intérieur de ma propre cervelle pour créer le chemin neuronal, il ne se serait rien passé. Et cette création de chemin neuronal, c'est pas je ne me suis pas reliée à des vies antérieures ou des trucs comme ça. Je me suis dit à quoi ça ressemble dans ma tête. Enfin, on ne se dit pas ça en plus, mais comment je pourrais bouger mon orteil? Par exemple, j'essaie de faire ça avec mes doigts. Je mets ma main, là, les doigts se touchent, et puis je me dis, je vais les écarter les uns des autres. C'est un exercice qu'on faisait à l'Institut de musique traditionnelle, parce que quand on joue de la vie à la clé, on a des écartements importants. Et elle dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais l'habitude de faire, écarter les doigts. On stimule leur force avec des petites boules, là on serre les doigts, trucs comme ça, on écarte, on détend... on fait des élongations des doigts, le contraire des doigts repliés, quoi, mais on fait rarement ça. Donc ça, cette commande-là, pour écarter vraiment au maximum mon index partant dans une direction et mon petit doigt partant dans l'autre, c'est ok, ça aussi, ça demande un effort. Bon, quel serait le même effort? Pas tout à fait. Après, j'essaye, je mets tous mes doigts qui se touchent et j'envoie la commande pour écarter juste le petit doigt. Écarter, revenir, dans un mouvement fluide. Je vois que mon mouvement n'est pas fluide. Je peux faire ça avec l'index. D'accord. Ça demande un léger effort mental. Écarter juste le petit doigt. D'accord. Et je vais faire la même chose avec les pieds. Sauf que la commande n'existe pas. Donc la plasticité cérébrale, elle passe aussi par le corps. Il y a un truc qui s'appelle brain gym, gymnastique cérébrale. Ça, c'est encore pas des Français qui ont mis ça au point. Je connaissais des gens ici qui faisaient ça. Alors, ça consiste à stimuler vraiment le cerveau en passant par le corps. Par exemple, un des exemples de brain gym, alors il y a niveau simple et niveau avancé, les gars. Nous, on faisait ça parfois en préparation au théâtre, enfin au groupe de théâtre, dans les écoles d'art dramatique où j'ai passé. Mais... Alors, avec les yeux, sans bouger la tête, à droite, regard à gauche, regard à droite, regard à gauche. Bon, ça vous me direz, c'est pas un truc de gymnastique cérébrale, c'est un truc de gymnastique oculaire que parfois même l'ophtalmo vous fait faire. D'accord, mais attendez, ça c'est même pas l'étape 1, ça. Maintenant, par exemple, vous allez tourner la tête vers la droite, bien sûr toujours le regard devant, et tourner la tête vers la gauche. Au centre, à droite, au centre, à gauche, au centre. Maintenant, quand vous tournez la tête à droite, le regard part à gauche. Tête à droite, regard à gauche, revenir au centre. Tête à gauche, regard à droite. Voilà. Pour vous aider, par exemple, quand vous tournez la tête à droite, regard à gauche, vous mettez votre doigt, comme pour la shahada, vous savez, et vous continuez à regarder votre doigt. Ok, mais sans le doigt, ça donne quoi? Et maintenant... par exemple, niveau un peu plus... Alors, le niveau avancé, il y avait 3 trucs. Le regard part d'un côté,
la langue part de l'autre, et je sais plus quoi, il y avait un autre truc qui partait, donc il y a 2 trucs qui partent à droite, un truc qui part à gauche, etc. Donc ça, on se rend compte, la main part à droite, le regard part à droite, et la langue part à gauche. Donc ça stimule le cerveau moteur, les diverses commandes, et en fait, ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Bah, si on se donne vraiment le temps pour le faire, d'accord. Mais en fait, on va enchaîner les mouvements. Par exemple, on en fait 12 sur un certain rythme. Et ben, on est perdu un petit peu comme quand on essaie de dire une phrase, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bon, quand on l'a répété, ça va, mais il y a des trucs, on fourche avec le corps. Donc ça se situe entre le mental et le corps. Et ça va demander un effort de visualisation interne. La visualisation interne, c'est ce qu'on faisait à l'instant quand on se demandait quel utilitaire on allait bien choisir. La taille, le modèle, la marque, etc. On visualise. On visualise en interne. Et bien là, on visualise en interne le corps. Depuis l'intérieur, en même temps qu'on lance les commandes et on voit comment le corps réagit, quoi. La conscience se situe comme ça, quelque part, et elle regarde ce qui se passe. Le corps, il suit pas. Mais j'ai envoyé la commande, pourtant, ça a l'air simple. Quand la prof, elle le fait, ça a l'air simple, pourquoi j'y arrive pas? La conscience observe tout ça. La conscience observe la commande, et la conscience observe le mental, et la conscience observe le corps. Mais nous sommes partie prenante avec notre corps. Notre corps est une grande partie de l'expérience. Je ne sais pas si le corps d'un être et sa vie sont une seule et même chose, mais disons en gros oui. Donc qu'est-ce qui relève de l'astral? Ce sont les choses qu'on capte. Qu'est-ce qui relève de la pensée créatrice? Ce qui émane de nous, ce sur quoi nous gardons la maîtrise. Parce que toutes ces images captées en rêve, en état d'hypnose ericksonienne, tout ça, d'où viennent-elles? Une partie vient du subconscient. Mais par exemple, si quelque chose émerge de l'ordre du souvenir d'enfance, où je reconnais divers éléments, des lieux, des gens, des objets, des événements, ça c'est quelque chose qui, dans un état de transe légère, j'ai dirigé mon esprit, ou mon thérapeute a dirigé mon esprit de façon... Enfin, dirigé. Oui, mis des barrières de façon à ce que mon esprit, en état de vacances du mental, aille puiser dans ma propre bibliothèque biographique. C'est très très différent du fait de se mettre en état de vacances mentales et ouvrir les portes de l'astral de façon à capter des tas d'images qui n'ont rien à voir avec moi, avec mon propre psychisme. Des images incluant d'autres mondes, la Terre vue depuis la 5D, des choses comme ça. Tout ça, c'est fumeux. Tout ça, c'est inventé. C'est pas parce que de nombreuses personnes expérimentent la même chose que c'est réel. C'est une imprégnation astrale à grande échelle. Il n'y a aucune preuve que la réincarnation existe. Réincarnation est un mot intéressant qui nous permet de voir qu'il y a autre chose que ici. Les catholiques notamment, enfin les chrétiens, j'ai entendu les catholiques s'exprimer sur la question, ils sont très fermes là-dessus, il n'y a pas de réincarnation. Un être est, entre guillemets, éternel. Une fois qu'il a fini sa vie sur Terre, il est toujours lui-même. Il est au paradis. Alors moi je dis nom de code, paradis, tout ça. Je pense que c'est des réalités que nous ne pouvons pas saisir depuis ici. Mais quand j'entends ça, pour moi c'est évident. C'est pas parce que nous captons des choses qui ont été ou n'ont pas été, je vais y revenir dans un instant, c'est pas parce que nous captons ces choses avec un sentiment très, très, très vif de leur réalité qu'elles ont existé, et d'une, peut-être elles ont existé, peut-être elles n'ont pas existé, mais rien ne prouve que cette conscience-là a été la mienne, que j'ai été un guerrier au Moyen-Âge, un guerrier sanguinaire, et que je suis venue, rattraper toutes les horreurs que j'ai fait en tuant des gens. Je le crois pas.
Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire une chose, comment est-ce qu'on capte des souvenirs d'autrui et des expériences d'autrui. J'avais une amie qui souffrait de thalassémie, c'est-à-dire pas assez de globules rouges dans le sang, de l'eau de mer dans le sang, en fait, un plasma sanguin, c'est ça que ça veut dire, thalassémie. Ça veut dire sang, eau de mer, en gros. Hein. Et elle allait tous les mois faire 2 choses, une chélation, je ne sais pas qu'est-ce qui devait chélater dans son sang, mais en tout cas, et elle recevait une transfusion sanguine tous les mois. Donc du sang de quelqu'un d'autre. Le sang est une piste magnétique. Contrepartie matérielle, physiologique de quelque chose d'immatériel. Et dans la nuit, les nuits qui suivaient, elle faisait des rêves bizarres, avec des choses qui n'étaient pas à elle. Et elle me l'a décrit d'autant plus simplement, en peu de mots, hein, elle m'avait écrit une lettre. C'est pas étendu sur le sujet parce que c'était pas du tout le sujet et c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la recherche de soi. Elle est dans le monde matériel, elle recherche la célébrité, enfin, en tout cas, voilà, elle est musicienne, elle cherche à être un peu vedette. Et elle avait écrit ça. Il y a d'autres gens qui ont décrit des choses pareilles. Nous captons les souvenirs, le psychisme et l'astral d'autrui, par les transfusions sanguines, entre autres, mais il y a plein d'autres moyens immatériels. Donc c'est pas parce que quelque chose a l'air d'être vraiment vécu à partir du jeu, je expérimente le jeu, que c'est vraiment à moi. On a vu avec le langage qu'il y a des choses qui ne sont pas à nous, mais on dit, mais tu sais, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, parce qu'on l'a entendu depuis qu'on était petit, donc on se l'est assimilé. Donc par le langage, on peut capter de la volonté d'autrui ou même de l'astral d'autrui. En tout cas, non, je ne crois pas à la réincarnation, pas du tout. Je crois qu'on peut capter des expériences par le rêve ou par d'autres portes astrales. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été ça. D'ailleurs, souvent, dans ces expériences, des gens qui sont un peu naïfs et qui marchent vraiment là-dedans, ils vous racontent des épisodes de l'histoire ancienne ou récente. Et ils vous racontent qu'ils ont été partie prenante ou qu'ils ont été témoins d'événements historiques tels que racontés dans les livres d'histoire ou à la télé, ou enfin, disons la version consensuelle de l'histoire. Or, vous, pour une raison ou pour une autre, vous êtes très ferré sur cette période. Vous avez lu ou peut-être même écrit des livres sur la question qu'en fait la version officielle de l'histoire est une imposture pour telle et telle raison, qui a servi le pouvoir en place ou choses comme ça. Et ces gens-là, ils sont en train de raconter un événement de l'histoire officielle dont nous savons qu'elle est fausse. Mais ces gens-là, ils n'ont pas fait de recherche. Ils sont juste... Et pour eux, la preuve que c'est vrai, c'est que ça se réfère à un événement officiel de l'histoire. Vous voyez où je veux en venir ? C'est imposture sur imposture, mais les gens naïfs, ça ne les arrange pas de remettre en question ni ce qu'ils ont vécu, ni l'histoire. Parce que s'ils remettaient en question l'histoire, ça veut dire qu'ils se sont fait enfler sur leur... et que ce n'est pas une vraie réincarnation. Tout est bidon. Tout est bidon dans l'hypnose régressive et tout ça. Ce qui n'est pas bidon, ce sont les impressions ressenties. Mais ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est vrai. Vous savez qu'avec les stimulations électriques appropriées par des petites électrodes, on peut vous faire ressentir des parties de votre corps, comme si on les touchait, on les piquait, on les brûlait, alors qu'il ne se passe rien. Rien dans le corps, tout est dans la tête. Et on peut, avec les fréquences appropriées, vous mettre dans des états émotionnels. Tristesse, joie, plaisir, plein de choses. Donc c'est pas parce que c'est perçu comme réel que ça l'est. Donc la clé, c'est pour différencier l'astral des facultés intellectuelles et de l'imagination et de la créativité mentale, c'est aussi de revenir à 2 choses, le corps, la physiologie, il faut que ce soit ancré dans notre physiologie, et où que nous ayons la maîtrise, de la visualisation créatrice, que nous ayons la maîtrise, que nous ne nous laissions pas embarquer dans des systèmes de croyances, par exemple. Imaginez des choses de façon téléguidée. Voilà, vous allez maintenant imaginer que vous êtes dans un endroit où il se passe ci, où il se passe ça, vous allez appeler les anges. Non. Il faut que chacun choisisse
son système de croyance, parce que de toute façon, tant qu'on est ici avec le mental, on sera soumis à un système de croyance. Donc, quel système de croyance et pourquoi? Est-ce que ce système de croyance que j'ai choisi, il est toujours juste? Je veux dire, j'ai choisi le système de croyance du paradigme chrétien, du paradigme Jésus-Christ, parce que pour moi, il est juste. Et que si c'est une métaphore d'autre chose que pour l'instant je ne peux pas comprendre, cette métaphore me convient. Les aspects qui ne me conviennent pas, je les ai examinés et réexaminés. Cette histoire de sacrifice de sang, tout ça, en écoutant par exemple Altian Childs, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc morbide de sacrifice de sang? Mais le sacrifice de sang, en fait, le sacrifice de sang, du sang du Christ, sacrifice volontaire pour racheter une fois pour toutes l'humanité, je le comprends mieux à l'aune de cette connaissance du fait que tout pouvoir sur la terre, toutes les formes de pouvoir, émanent de groupes occultes, c'est-à-dire qui n'opèrent pas au grand jour, de groupes d'influences occultes qui tous ultimement tirent leur puissance d'un pacte astral avec les démons où ils pratiquent des sacrifices de sang. Alors eux-mêmes en égorgeant des gens, en recueillant le sang dans un calice et en le buvant, il y en a qui le font, ou en instaurant des massacres à grande échelle, où ils ne participent pas mais ils font tuer des gens, ou d'une manière ou d'une autre ils poussent des gens au suicide, tout ça. À chaque fois qu'on pousse à la destruction, c'est un sacrifice de sang. Qu'on pousse à la destruction en connaissance de cause. Donc derrière toutes ces guerres saintes armées qui ont pour but de détruire l'autre et par la décapitation et l'égorgement, là on a vraiment du sang versé. Donc en fait, c'est tout le temps, le démon il veut du sang, le dieu rouge veut du sang, on a ça dans un dieu de la nuit, une prêtresse rouge, tout ça, on a ça dans le trône de fer, là, Game of Thrones, le dieu rouge veut du sang. Et puisque le sang, dans ce plan, le sang est la monnaie d'échange. Voilà, c'est ça, le sang est la monnaie d'échange. Il a donné son sang pour nous. Donc, de façon imagée, il n'y avait qu'une seule façon. Vous savez bien, la seule façon de mettre en échec tout le système d'argent, tout ça, c'est le don. Le don pur et simple. Si tout le monde se met à donner et plus à vendre, le système s'écroule. Mais il en suffisait d'un pour racheter potentiellement toute vie, le rachat, le salut de nos âmes. Nous sortir du pacte astral, de l'économie, de cette économie du sang versé, du sang donné. Ne pas donner justement du sang, parce que tous ceux qui font le pacte démoniaque, ils versent le sang d'autrui. Et à chaque fois que nous participons à donner du pouvoir à des gens qui sont des voleurs de vie et qui versent le sang d'autrui, quand nous donnons notre pouvoir à ces démons, en servant l'argent, participant au système, tout ça, et ben nous devenons des complices. Donc la seule façon de racheter notre âme, c'est de refuser toutes ces transactions de sang qui sous-tendent tout pouvoir sur la terre. En réalité, ce n'est pas en notre pouvoir. Puisque nous sommes tous dans nous sommes obligés d'avoir des relations avec l'argent. Pour acheter à manger, pour nous déplacer, pour élever les enfants. Donc nous sommes inclus de force dans ce système démoniaque. Il n'y a qu'une façon de nous en tirer par le haut. C'est le don pur et simple. C'est au-delà de nos forces, le don pur et simple de tout. À la Saint-François un petit peu, ou plus encore. Mais tout ça sont des questions théologiques que chacun doit comprendre pour soi, mais qu'on doit, si on se positionne sur une chose, c'est pas une fois pour toutes. On peut revenir dessus et dire, mais alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça me semble juste? Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est pas? Tout ça. Et on affine les choses. Mais il se trouve que j'ai choisi dans quel paradigme je positionnais, parce que jusqu'à plus ample informé, cette façon métaphorique de présenter le Fils de Dieu, ou même l'idée de Dieu, la mère de Jésus, Fils de Dieu, choses comme ça, ce sont des images intermédiaires entre la vérité qui aveuglerait notre être au point que nous ne pourrions plus pas la supporter,
la vérité ultime. La vérité n'est pas de ce plan, nous sommes les enfants du mensonge. Donc la vérité s'appréhende par petites touches depuis ici-bas, le monde de la chute. Donc comment on se sort par le haut du monde de la chute? D'une façon ou d'une autre. Les réponses que le mental exige, il ne les aura pas parce qu'il est incapable de contenir l'entièreté de la vérité. La vérité non pas comme concept philosophique ou moral, mais la vérité ultime. La vérité sur son incarnation, la vérité sur la réalité de ce plan, tout ça, c'est pas possible. L'esprit humain n'est pas conçu pour. Donc il va nous falloir fonctionner avec des images. Et sommes-nous d'accord avec la vision de telle ou telle religion? Sommes-nous d'accord? Vraiment, au fond. Religion ou autre idéologie. Le nihilisme, il n'y a rien, il n'existe rien. Sommes-nous d'accord avec ça? Il n'y a que la matière, le Big Bang, issu du hasard. Sommes-nous d'accord? Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. On me l'a servi comme ça à la louche. Mon père croyait à ça. Mais ça m'a jamais parlé. Alors on croit un peu à ci, un peu à ça, un peu à ci, un peu à ça. Non, je ne crois pas à les réincarnations. Je crois à l'immortalité de l'âme. Nom de code, immortalité de l'âme. Mais la réincarnation, non. Dans une autre vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. C'est comme si je pressentais que j'avais toujours été moi, cet être. Peut-être pas toujours ce personnage, peut-être qu'avant d'être catapulté ici, il s'est passé autre chose. Immortalité de l'âme, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un moment où l'âme est créée, peut-être qu'elle l'est de toute éternité. Elle est émanée de Dieu, incarnée dans ce plan, et après elle retourne à Dieu, mais elle ne se dissout pas. C'est ça la doctrine chrétienne. C'est pour ça qu'il y a des saints au paradis. Ils ne se sont pas dissous en Dieu en arrivant au paradis. Ce sont des concepts qui mettent le mental en échec. Si on essaye de trouver la cohérence absolue de chaque chose. Parce que, en fait, vraisemblablement, ce sont des images. L'idée de paradis ou d'âme immortelle, disons-le comme ça, c'est comme, on en parlait à propos du langage, c'est comme si je devais expliquer des concepts spirituels complexes dans une langue qui n'est pas la mienne. À quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de religion, de philosophie, de concepts religieux. Comment est-ce que je pourrais lui expliquer ces choses avec très peu de mots? Il va falloir que je trouve des images. Disons que dans notre plan très limité, un petit peu comme s'il y avait des filtres, la lumière arrive à passer, mais il y a certaines fréquences, certaines couleurs qui sont bloquées. Une partie du spectre est bloquée. Alors il va falloir quand même réussir à voir les couleurs, à peindre, à représenter les couleurs, alors qu'on ne les a pas toutes. Pour représenter des concepts ou des tableaux, mettons, on essaie de recopier des tableaux qui ont toutes les couleurs, plusieurs millions de couleurs, avec juste plusieurs milliers de couleurs. Comment on va faire? Ça va pas ressembler à l'original. Comment expliquer de la philosophie complexe à quelqu'un qui a un vocabulaire limité? Comme la pensée ne préexiste pas aux mots, ces concepts ils vont être réduits à des idées schématiques. Ils n'auront pas toute leur richesse de nuances et de raisonnement. Donc la personne qui a peut-être 800 mots de vocabulaire va dire c'est bête ton truc, c'est incompréhensible parce que tu vois... Mais si on commence à lui expliquer un petit peu plus avant, elle ne comprend pas les mots, elle ne comprend pas les notions, elle ne comprend pas les nuances. Donc c'est pas que ce qu'on vient de lui expliquer n'est pas cohérent, c'est qu'elle n'a pas les capacités mentales de percevoir des notions complexes. C'est comme si on était obligé de pixeliser notre pensée. Tu dis c'est pas très beau, c'est pas très net. Non, c'est pas très net. Parce que depuis ce plan, on ne peut pas faire autrement, les outils sont très limités. Donc, notre compréhension sera très limitée. Mais si on se dit qu'on sait que notre pensée, notre vision et notre conception même intérieure des choses est pixelisée, on se dit d'accord. C'est donc que quelque part l'image est meilleure. Peut-être avec le décodeur aussi on arrivera à voir quelque chose. Pour l'instant ce qu'on perçoit c'est juste un mouvement. Voilà, c'est une analogie.
la façon dont la religion chrétienne, pour ma part, explique le monde, me convient tout à fait, sachant que c'est une image métaphorique pour notre esprit ici-bas, être de chair, qui est limité. C'est pas juste notre compréhension qui est limitée, c'est notre capacité à accueillir, à contenir la vérité. Nous exploserions si la vérité se mettait à nous remplir. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. En attendant, le soleil de plus en plus blanc, de plus en plus bleu, toujours aussi aveuglant, je ne sais pas, écrase cette scène de campagne, très éclairée, mais pas lumineuse, crûment éclairée. Et il n'en émane nulle joie. Il manque une qualité à la lumière. Il manque tout un tas de nuances. Il manque des oiseaux dans l'arbre et dans la haie et sur la mangeoire. Il manque des haies, justement. Il manque des arbres. Il manque des gens sur la route et au champ. Il manque de petits rongeurs un peu partout. Il manque des serpents, il manque des hérissons. Il manque beaucoup de chevreuils. Il manque des rapaces. Il manque des hérons. Il manque des grenouilles. Il manque même des limaces. Il manque de tout. Sous ce soleil électromagnétique de plus en plus aplatissant. Alors je me souviens qu'il existe autre chose, et que cette autre chose ne me sera certainement plus jamais visible depuis ce plan. Mais qu'importe, ce monde passera. Mais quelque chose que j'ai emmené avec moi depuis les temps d'avant ma venue dans ce monde, quelque chose que j'ai toujours à l'intérieur de moi, me fait regarder le monde avec cette richesse de couleurs et de nuances que mes yeux n'y voient pas, avec cette richesse de sentiments et de tendresse que mon cœur, là dans ma poitrine, ne ressent pas, mais dont il a la nostalgie, dont il a gardé le goût. C'est cela ma boussole dans ce monde. Et ceci, attribut de grâce et de beauté, de douceur, mais de fermeté, de vérité, d'intransigeance avec tout mensonge. Cette personnification de la droiture, de la propreté morale, mais aussi de la grâce et de toutes les qualités du cœur. C'est cela, n'est-ce pas, que l'on personnifie en un seul et même objet mental. Objet d'adoration, il est vrai, oui, il est vrai. Et auquel on donne le nom de Jésus-Christ.